Alors, rebonjour à tout le monde. Alors, je vais vous parler un peu de Pierre. Alors, il est passionné de tech et d'iOS. Il est possesseur de montres, mais pas n'importe laquelle. Il va nous parler aujourd'hui d'Apple Watch. Donc, un petit objet, mais qui est bien capricieux. Je te laisse la main, Pierre. Merci encore pour ton truc. Merci Thomas et bonjour à tous. Moi aujourd'hui, je remercie Mobilis Immobilier de nous permettre de faire une présentation sur des sujets tech. Et je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Alors je vais vous le dire, il s'agit de Peter Heinlein, qui est considéré comme l'inventeur de la montre au XVIe siècle. Donc voici la représentation. Et moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment on dompte une Apple Watch après 500 ans d'évolution. Je me présente rapidement. Moi, je suis Pierre Fournier, je suis développeur iOS sur Nantes et je viens de Charente-Maritime, donc je suis également un petit amoureux de la nature. Et si je vais vous parler aujourd'hui de mes expériences un peu en iOS, c'est d'abord parler d'Europecar où j'ai travaillé sur leur application de location de voitures. On va parler d'Inly, une application permettant d'acheter et de louer des biens immobiliers. Et ma ligne C, où la déclinaison Apple Watch a eu lieu, ma ligne C qui permet donc de suivre les trajets des trains de la ligne C, où on va pouvoir finalement avoir des notions de trajet, des notions de départ du jour, et puis la possibilité de suivre en temps réel son train et d'être notifié en cas de perturbation. Ce qui fait que la version Apple Watch de ma ligne C, c'était avoir les fonctionnalités principales et même finalement l'essentiel des fonctionnalités. On va retrouver donc les trains et la sélection de trains. Sauf qu'aujourd'hui, pourquoi on ne s'intéresse pas à l'Apple Watch? Pourquoi personne n'y va et pourquoi ne pas en utiliser une? Eh bien, d'abord parce que ça va vous coûter de l'argent. L'Apple Watch, on considère qu'il y a 10% d'utilisateurs d'iPhone qui en possèdent une. Donc ça représente à peu près 100 millions d'Apple Watch sur les 1 milliard d'utilisateurs d'iPhone actifs. Ajoutez à cela le coût matériel, on est à peu près à 400 euros sur une Apple Watch. Donc dès l'instant que vous en avez une, que votre testeur en a une, que votre PO, etc. en ont une, eh bien, ça va vous rajouter ça. Et à cela encore en plus, s'ajoute le coût de maintenance. Vous allez avoir une application en plus, donc ça va être du design à refaire, des bugs, parce qu'il y a encore eu des versions de WatchOS récemment qui étaient instables. Donc tout cet écosystème va vous empêcher de vouloir développer votre application Apple Watch. Sauf que de l'autre côté, eh bien, c'est un côté prestige. Lorsque vous développez sur Apple Watch, vous avez vraiment un produit qui va être abouti. Et puis finalement, le gadget, c'est l'essence même, c'est un plaisir d'utiliser un gadget au quotidien. En termes de nombre d'applications Apple Watch, c'est un chiffre approximatif à prendre avec des pincettes, mais on est sur 6500 applications Apple Watch, ce qui est très peu. Et finalement, ça reste super intéressant pour se démarquer des autres. On a un client, nous, à Mobiads, Laurent, qui développe des composants électroniques, des stores, des interphones et tout objet de la domotique. Et Laurent, il se dit que c'est quand même super intéressant de pouvoir, de son canapé sur son Apple Watch, pouvoir contrôler toute sa domotique depuis son poignet. Alors, comment ça va se dérouler? On va commencer par la partie graphique pour distinguer vraiment la partie iPhone de la partie Watch. On va avoir d'un côté notre bon vieux UIKit, qui lui a 11 ans désormais, et de l'autre côté notre bon WatchKit. En termes de composants, on s'y retrouve, c'est-à-dire que les composants UI et Kit se déclinent en version Watch et tout ça avec l'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tous les attributs que l'on a customisables sur la partie iPhone, mais on va en avoir juste une seule partie. Petite exception sur la partie Collection View. La Collection View, c'est, si je reprends l'exemple de Netflix, c'est ces items qu'on va pouvoir scroller de droite à gauche, de haut en bas. Donc, c'est un geste et c'est un composant que l'on ne retrouve pas pour des raisons d'expérience utilisateur. L'Apple Watch n'utilise pas vraiment et n'est pas vraiment adapté pour ce cas d'utilisation. Donc, c'est la seule exception pour pouvoir développer là-dessus. Comment on va designer maintenant nos écrans? Eh bien, sur iOS, on a nos trois façons de faire. La plus répandue, ça va être le Xib, qui représente pour un écran un seul fichier,
où c'est la plus simple et la plus répandue. On fait tout notre contexte graphique à la main, contraintes et éléments graphiques. La deuxième, beaucoup plus technique, la partie Swift, le fichier Swift, où vous allez devoir décrire tous vos composants à la main, écrire toutes vos contraintes à la main. Donc c'est beaucoup plus technique, mais en termes de maintenabilité, on s'y retrouve sur le long terme. Et puis la troisième partie, le storyboard, qui lui donne des cheveux blancs à tous les développeurs iOS, qu'on essaie de bannir de toutes les applications, parce que un fichier storyboard, il représente toutes les vues de l'application. Donc en termes de lisibilité, bah, c'est juste immaintenable. On n'en veut plus. Sauf que bah, sur Apple Watch, si vous comptez vous en débarrasser, et ben, le storyboard, il est toujours là. Et il sera toujours là. Donc ça ne nous embête pas vraiment dans le cas où une Apple Watch, ça représente qu'un infime nombre d'écrans. On est sur une utilisation de quelques secondes, on est rarement au-delà de la minute, ce qui fait que ce fichier-là est parfaitement adapté à notre cas d'utilisation. De plus, c'est Apple qui recommande ça et qui vous en crée un d'office lorsque vous allez créer votre application Apple Watch. Donc, là, de ce côté-là, vous n'allez pas vraiment être perdu. Au niveau graphique, ça va se dérouler comme vous avez l'habitude de faire. Si je reprends l'exemple de Laurent, vous allez avoir donc vos appareils, toute votre domotique qui est accessible sur votre écran d'accueil d'Apple Watch, avec la possibilité d'interagir avec ce dernier, l'allumer, l'éteindre. Et dans le cadre d'un interphone, on peut s'imaginer parfaitement avoir un visuel et puis pouvoir interagir avec la personne qui est à l'autre bout de l'interphone. OK pour la partie graphique. Pour la partie texte, on va retrouver globalement ce qu'on avait sur iPhone. Le code va avoir les composants graphiques différents dont je vous citais précédemment, et puis les méthodes des signatures différentes. Sur le view did-appear, on se retrouve avec un did-appear. Et puis, pour passer des éléments à travers différentes vues en paramètres, on va avoir une signature relativement similaire. Deuxième chose, donc le code, vous n'allez pas vraiment vous perdre là-dessus. Côté architecture, maintenant, vous avez d'un côté votre partie iOS application, où là, vous avez vos tests, voire vos tests UI. Comme tout le monde fait des tests, on a normalement 3 targets. Et puis, va se créer une partie Apple Watch. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une partie Watch et une partie Watch Extension. La partie Watch, elle, va contenir le storyboard que je vous parlais précédemment, le seul fichier qui contient toutes les interfaces de votre application, et la partie Extension qui, elle, contient uniquement le code. Donc, c'est important de commencer à distinguer que c'est deux applications différentes et qui n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre. Rien à voir, sauf peut-être une chose, c'est-à-dire que vous allez quand même devoir partager du code. Ce code à partager, ça va être toute votre structure d'entité, donc liée au modèle, admettons le store, la structure d'un store, est-ce qu'il est monté, est-ce qu'il est descendu, dans quel état il est, tous vos modèles. Vous allez avoir vos extensions donc liées à toutes vos opérations que vous faites sur votre couche métier, voir la partie ressources avec les libellés, localisation, etc. Et la plus importante, je dirais, la partie network. C'est-à-dire que toute votre couche réseau, finalement, vous allez la partager avec votre Apple Watch. Et je vous montrerai pourquoi juste après. La manière dont ça se déroule, c'est sur chacun de vos fichiers, vous allez pouvoir cocher la case en disant que ce fichier-là appartient aussi à l'Apple Watch. OK, maintenant on a l'architecture. Alors comment ça va se dérouler pour la suite? Eh bien peut-être que je vous ai dit une bêtise, et peut-être que en fait, ça c'était avant. Parce que désormais, depuis 2019, on a Swift UI avec WatchOS 6. Et Swift UI, avec tout ce qu'il embarque, qui permet d'harmoniser et d'avoir un composant qui est utilisable à la fois sur iPhone et à la fois sur Apple Watch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre storyboard, finalement, bah, il n'a plus lieu d'être. Donc vous vous retrouvez avec uniquement la partie Watch Extension, qui elle contient à la fois le code et à la fois la vue. Donc tel que Swift UI, on le connaît, on va avoir notre fichier de vue avec les prévisualisations, de la même manière que ça marche aujourd'hui pour
développer des applications iPhone. Ok, et maintenant, comment on communique pour l'Apple Watch? Alors, il y a une croyance commune qui fait que si jamais je veux interagir, admettons, pour prendre le cas d'exemple de Laurent, si je veux interagir avec mon store, euh, je pourrais dire à l'Apple Watch, ouvre-moi le store. Donc, l'Apple Watch demande à l'iPhone de réveiller son application. L'iPhone fait l'appel back. L'appel back retourne sur l'iPhone qui retourne sur l'Apple Watch. Et ben ça, en réalité, c'est à bannir. L'Apple Watch, elle, comme je disais tout à l'heure, c'est une application indépendante. Donc, elle va faire sa propre vie de son côté. Elle va faire ses propres appels réseau. Et en fait, plus vous allez vous éviter de faire des appels réseau à votre iPhone, via votre iPhone, plus de synchronisation vous allez en éviter, et mieux vous vous porterez. Pourquoi? Parce que pour X raisons, si votre iPhone n'est pas à proximité, si votre iPhone est occupé à faire autre chose, ou même si le temps qu'il réveille son application, qu'il ouvre son contexte et qu'il fasse son appel réseau, eh ben votre expérience utilisateur va être complètement détériorée. Donc vraiment, on s'est pris une épine dans le pied à vouloir faire ça. Et c'était un premier caprice qu'on a rencontré comme ça. Donc ça va vous impliquer quelques endpoints à prévoir. Typiquement, vous utilisez jamais une Apple Watch et un iPhone en même temps. Donc, lorsque vous allez utiliser votre iPhone ou lorsque vous allez réveiller votre Apple Watch, il y a une synchronisation à faire à partir du back en se disant, bah, OK, quel est l'état d'utilisation de mon application? Est-ce que j'ai interagi depuis avec? Et tout ça, on le fait via le back en général. Pourquoi on le fait via le back? Bah parce que finalement, l'Apple Watch, elle, pour communiquer avec le réseau, elle a plusieurs solutions. La première, pour des raisons d'autonomie, elle passe par le Bluetooth de l'iPhone. Elle s'en sert juste. Elle réveille pas l'iPhone, elle se dit juste, voilà, donne-moi ton Bluetooth pour pouvoir accéder à Internet. La deuxième et la troisième solution, c'est le Wi-Fi et le réseau cellulaire si jamais elle en est capable ou qu'elle dispose de la fonctionnalité. Donc tout ça pour dire que l'Apple Watch, encore une fois, est indépendante et elle fait sa vie de son côté. Ça n'empêche pas que vous allez certainement devoir synchroniser des données avec votre iPhone, mais moins vous en ferez et mieux vous vous porterez. Ok, alors maintenant, si je vous parle de complications. D'après le Larousse, une complication, c'est l'état, le caractère de ce qui est compliqué, difficile à comprendre ou à analyser. Eh bien, en horlogerie, c'est différent. Une complication, c'est un gadget, c'est une fonctionnalité supplémentaire que vous allez avoir par rapport à l'heure qui est affichée. Donc, c'est matérialisé par des graphiques, par des pourcentages, par des chiffres, logos. Bref, c'est vraiment, vous l'enrichissez de la manière dont vous souhaitez. Tout cela avec les contraintes Apple. Les contraintes Apple, c'est quoi? C'est pour ne pas grignoter l'autonomie de l'Apple Watch. Vous allez devoir avoir un rafraîchissement qui doit être bref. Votre traitement, il ne va pas pouvoir prendre 15 secondes. Il va être aussi limité en nombre de fois. Vous n'allez pas pouvoir réveiller votre complication 10 fois dans la minute. Et puis, gérer les différents états. Donc, Laurent, lorsqu'il va il va voir ses utilisateurs chez lui, il va se dire qu'il va afficher finalement la température de son domicile sur sa complication. Et puis, de l'autre côté, lorsqu'il va être au travail, il va avoir le logo lui disant bah, est-ce que mon système de sécurité est enclenché chez moi? Donc voilà, on va gérer ces différents états via un contrôleur qu'on va voir juste après. Et je vous ai mis sur la partie droite toutes les complications qui existent. Donc on va en avoir qui vont être graphiques, petites, des plus rectangulaires, ou voilà, on va enrichir finalement l'information en fonction de la taille de la complication, et puis vous implémentez au final la complication qui vous intéresse. En termes d'architecture, pour la complication, rien de bien compliqué. On a un fichier par complication que l'on a créé. Vous allez déclarer votre family, c'est-à-dire les complications qui vous intéressent d'implémenter. La partie contrôleur, dont je vous disais tout à l'heure, en fonction d'un état, en fonction de l'heure, admettons, si je reprends l'exemple de ma ligne C, l'heure à laquelle le train part va s'afficher avant le départ. Lorsque vous êtes dans le train, vous allez avoir l'heure d'arrivée. Et lorsque vous êtes arrivé, vous allez avoir finalement juste le logo de l'application. Et tout ça, ça se gère via le contrôleur.
Le data logic, lui, on va s'en servir pour le type de réponse. Admettons, si ma complication est grande, si ma complication est vraiment petite, on va se dire, bah, je mets telle ou telle information à l'intérieur. OK pour les complications. Donc maintenant, si je devais vous intéresser et vous donner envie de vous lancer sur l'Apple Watch, je vous dirais d'être curieux et surtout d'avoir une bonne autonomie. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait très peu d'utilisateurs d'Apple Watch, très peu, 10%. Ça représente quand même un certain nombre, mais de votre côté, en tant que développeur, vous allez avoir peu de documentation. Donc, de ce côté-là, ne cherchez pas à réinventer la roue finalement. Préparez bien votre design, préparez bien votre montée en compétences en regardant comment les autres ont fait. Et puis, en termes de rendu sur un si petit écran, voyez comment ça peut donner. Parce que le graphique de l'Apple Watch est plus particulier que sur iPhone. En termes de composants, ça va converger, admettons, si vous avez une liste, ça va converger vers le sommet de l'écran et c'est pas réellement similaire à l'iPhone. En termes d'environnement, comme je disais tout à l'heure, vous avez plusieurs versions de WatchOS, dont certaines qui étaient encore instables il y a peu. Donc n'hésitez pas à essayer plusieurs versions de WatchOS. Et puis enfin, les séries de l'Apple Watch. On a du 38 mm en taille d'écran jusqu'à 44, ce qui veut dire que le graphique ne va pas rendre de la même manière en fonction des Apple Watch. Une des dernières choses qu'il ne faudra pas faire et qui peut vous gangréner votre application sur le long terme, c'est les POC. Pour les POC, vous allez certainement, pour le besoin du POC, importer des fichiers, vous allez devoir restructurer votre application et dupliquer du code. Tout ça pour un POC. Sachez que si vous partez sur l'Apple Watch, ne mettez pas un pied dedans et mettez les deux pieds dedans et restructurez votre application dès le début. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, bah ça, on va l'inclure, on le remettra plus tard, on le remettra plus tard. Et au final, vous allez juste détériorer votre application, vous allez avoir des choses qui n'ont rien à faire sur votre partie Apple Watch. Donc c'est vraiment un point à ne pas négliger de se dire que l'Apple Watch, quand vous allez vous mettre dessus, vous allez préparer ça à l'avance. Et de la même manière, pour ce qui est des librairies, si vous en avez de trop ou si vous avez des librairies qui importent UIKit, je vous disais tout à l'heure, UIKit, c'est que pour iPhone. Donc, si vous avez des imports de UIKit dans une librairie, vous n'allez pas pouvoir l'importer sur l'Apple Watch. Ça aussi, ça va prendre en compte. N'évitez d'utiliser trop de librairies lorsque vous passez sur l'Apple Watch. Voilà. Et puis après, finalement, je ne vous ai pas fait de démonstration parce que vous avez tellement de cas d'utilisation de l'Apple Watch que votre application iPhone sur laquelle vous travaillez actuellement est déclinable. Vous avez la possibilité, quelle que soit votre application, d'en faire une déclinaison Apple Watch. Donc, restructurer. J'espère que je vous ai donné envie de passer et de partir là-dessus. Je vous ai mis un petit QR code si vous voulez me faire un retour dont je suis preneur avec plaisir. Et je vous remercie pour votre attention. Thomas, si tu veux reprendre la main. Yes, bah merci. Top. Je suis pas du tout du monde iOS, je suis du monde Android, mais franchement, je pense avoir à peu près tout compris. Est-ce que... Pardon, désolé. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Ou n'hésitez pas, sinon, vous devez avoir un bouton lever la main si vous voulez même la poser à l'oral. Bon, moi j'ai des questions, j'en ai préparé. Ouais, ça viendra les questions. Faut débloquer. J'en ai, ouais. Alors, moi je me demandais, si j'ai bien compris, c'est un peu comme une loupe dans le jeu vidéo, là, la complication. Il y a une histoire de rafraîchissement, si j'ai bien compris ce que tu disais. C'est ça à Ouais, peu c'est près? ça. Ouais, Ok. ça va être Et, finalement une fonctionnalité supplémentaire qui va arriver sur ton écran d'accueil d'Apple Watch. Donc, c'est vraiment à décorréler de l'application en elle-même. Faut le voir comme un gadget supplémentaire, un peu comme un widget finalement que tu aurais implémenté en plus. ok. Et je me demandais justement là-dessus, est-ce que tu as...
vu qu'il y a des histoires de délai, est-ce que tu as des outils qui vont te dire justement, attention, là, c'est pas assez bref, en gros, tu devrais refacto ton code ou changer quelque chose. Comment est-ce que tu le fais pour essayer de débug ça? Ouais, bah, là c'est plus du live. J'ai pas, nous dans notre cas d'utilisation, si cette méthode existe, on ne l'a pas rencontrée, mais nous on y allait vraiment au feeling. On a designé en amont finalement le rendu potentiel de ce qu'on pouvait avoir. Si je te cite l'exemple concret, c'est de te dire, bah, si j'ai pas beaucoup de taille disponible, j'affiche juste l'heure d'arrivée de mon train. Si j'en ai plus, bah, j'affiche la voie en plus. Mais ça, finalement, ça va vraiment être à tâtons et progressivement, tu vas te rendre compte de la place que tu as, quoi. Après, entre les Ok, différentes Apple Watch, euh, sur la partie complication, tu as zéro différence. C'est-à-dire que ta complication sur ta petite watch ou ta grande watch, elle aura le même rendu. ok, ça marche. Merci. Je te lis les questions dans le chat si tu veux. Vas-y. Alors, je vais par ordre de pouce. Est-ce que les émulateurs Watch existent et est-ce qu'ils fonctionnent bien? Les émulateurs Watch existent, ils fonctionnent bien, pas trop. Nous, on a été rapidement obligé d'investir dans une Apple Watch pour la simple et bonne raison quand on est, quand on a commencé le développement sur Apple Watch, on synchronisait énormément avec l'iPhone. Et sauf que cette synchronisation entre simulateurs, eh ben, on se mordait les doigts et on s'est vite rendu compte qu'avec un device réel, la synchronisation était complètement différente. Donc, vous irez beaucoup plus vite finalement à développer sur des devices réels. Mais ça existe quand même de pouvoir faire ça sur simulateur. Ok. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire un framework pour partager le code proprement entre Target iOS et Watch? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai on n'a pas été là-dessus. Donc, malheureusement, Guillaume, j'ai pas de réponse concrète à te donner là-dessus. En revanche, le seul point de réponse que je peux t'apporter, c'est de te dire que lorsque tu vas cocher la case ou faire ta partie partagée, ça va se faire quand même relativement facilement, hein. C'est en général que lorsque tu respectes les normes, les patterns d'architecture que l'on a aujourd'hui, ça se passe relativement bien et t'as pas vraiment besoin de faire un framework pour partager ton code, quoi. Ok, je continue. Est-ce qu'on peut ajouter des complications sur toutes les watch faces? Alors il y a des watch face qui n'ont pas de complications. C'est juste un affichage d'heure standard. En revanche, sur toutes les watch face qui ont des complications disponibles, oui, tu peux t'implémenter toi ta complication. Donc, peu importe la complication disponible, toi, ce sera possible d'implémenter ton application iPhone dessus. Ok. Est-ce qu'il y a une solution facile pour debug la watch sur l'app et sur... Pardon, je reprends. Est-ce qu'il y a une solution facile pour debug sur la watch et sur l'app iOS en même temps? En même temps, alors facile, c'est un grand mot. Maintenant, quand tu vas développer et comment dire, lancer ton application sur Apple Watch, tu peux lier ton instance d'exécution sur Xcode. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir dans ton Xcode tes deux applications qui sont lancées et tu vas pouvoir sélectionner lequel des exécutables est en train de se lancer. Donc, facile, non, faisable, ouais. Ok. Une question aussi que je me posais, Vincent. Est-ce qu'il y a une taille limite pour l'app sur la watch? Ouais, c'est vrai, non. Alors, certainement, j'imagine qu'il y a toujours une limite quelque part. Maintenant, je la connais pas, cette limite. Et puis, en général, dès l'instant où tu vas te faire, comme je disais, l'essentiel de ton application iPhone, c'est rarement très gros, hein. Tu t'es pas là à télécharger du fichier, t'es pas là à manipuler des grosses ressources. Donc, c'est pas une problématique que tout le monde va se poser en général. Alors, je sais pas quel est le type d'application qui est souhaité derrière pour poser cette question, mais en tout cas, en général, c'est une contrainte qu'on se pose pas lorsqu'on va partir sur Apple Watch. Ok.
Comment est-ce qu'on peut stocker des données cache, core data, user defaults en local sur la watch? Ça, c'est une bonne question. Parce que la partie user default, donc il y en a une sur l'Apple Watch et c'est pas du tout la même que sur l'iPhone. Donc, tu as une partie user default, on s'en sert en général. Et puis après, bah, c'est le core data et le cache. Le core data, ça me parle pas. Cache, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Mais sache que le user default, c'est le plus répandu. Nous, dans notre cas de figure, c'est vraiment ce qu'on utilisait. Et puis, bah, sinon, c'est le back qui va se charger de ça si jamais d'autres choses à stocker. En général, plus on en stocke côté back, justement pour compléter un peu cette réponse, c'est de se dire, j'avais des choses dans mon cache et maintenant je vais le laisser au back cette charge. Parce que sinon, ça vous fait dupliquer votre cache. Cache côté iPhone, cache côté Watch. Donc, on essaie d'éviter ça aussi. Ok. Et vis-à-vis de la question tout à l'heure sur la taille, la contrainte de taille, c'était pour potentiellement embarquer une petite base de données. Contrainte de taille. D'accord. Ok. Ok. C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas. C'est vrai que là, là-dessus, je ne saurais pas répondre. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. D'approfondir. Lors d'un test, il y a plusieurs mois, années, j'avais besoin que l'app mobile tourne en fond pour rafraîchir les données de l'app Watch. C'est toujours le cas? Non. Ton application iPhone, elle peut se rendormir finalement. Et c'est justement par rapport à la synchronisation dont on parlait tout à l'heure. Elle est indépendante, elle fait sa propre vie. Ton iPhone, maintenant, tu l'oublies, tu te dis que lui, tu t'en serviras pas. Parce que c'est à cause de ça que ton expérience est détériorée, que ton Apple Watch, elle va ramer, elle va pas se retrouver réactive. Elle va toujours attendre une synchronisation et malheureusement, ça arrive pas tout le temps. Donc, non, tu n'as plus besoin d'avoir ton application mobile en arrière-plan. Parce que, ouais, avec les gestions mémoire, même si l'iPhone, il garde en général l'application en mémoire, il va des fois l'éteindre et puis le temps qu'elle se rallume, c'est souvent là où ça prend du temps. Moi, je me demande, là, c'est pas dans le chat, mais est-ce que tu as des notions de privacy particulières à implémenter sur ta watch ou pas quand tu fais ton app? Alors, privacy, Bah, tu sais, autrement dit. genre l'accès à, tu sais, genre les management des cookies et tout. Est-ce que tu as des choses en particulier à implémenter côté watch parce que ça collecte quand même pas mal de données, la montre? Est-ce que tu as des choses particulières à implémenter enfin, vis-à-vis du consentement de l'utilisateur Alors, ou pas du tout? non, je n'ai pas rencontré jusqu'à présent dans le cadre du développement ni dans le cadre d'une utilisation. Même, tu vois, nous, on avait intégré une librairie tierce pour pouvoir suivre le parcours de l'utilisateur. Et on n'a pas eu besoin, à l'époque, d'en informer l'utilisateur via la petite popine que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, j'ai envie de te dire, dès l'instant où tu l'as accepté sur ton iPhone, ou refusé, bref, tu n'as rien besoin d'afficher en complément sur ton Apple Watch. Ok. Et dernière question, je pense qu'après on va arrêter. Une fois qu'on a publié une extension Watch sur le store pour son app, est-on obligé de la maintenir ou est-ce qu'on peut la retirer dans une version ultérieure? Eh bien, tu peux la retirer si vraiment tu te rends compte qu'en termes de maintenance ou en termes de nombre d'utilisateurs, ça ne te convient plus. Tu retires la partie application. Sur la partie architecture, là, vraiment, tu vas te mettre à la supprimer. Et lors de ta prochaine publication, ta compatibilité, ouais, c'est ça, ta compatibilité Apple Watch sera supprimée. Tu n'auras plus tes visuels, tu n'auras plus rien. Vaut mieux la supprimer plutôt que maintenir quelque chose qui marche à peu près. Problème de validation. Ok, bah c'est intéressant de voir ça. Alors, si ces personnes ont eu des problèmes, bah, peut-être qu'ils peuvent venir nous consulter à Mobias, hein. On a des experts pour ça, donc on est sur Nantes si jamais il veut passer un coup de fil.
Dis-moi. Bah, ça va peut-être être le mot de la fin, du coup. Merci Pierre. On se retrouve côté track 3 dans 10 minutes, si vous voulez, pour un talk sur côté multiplateforme. Merci encore à toi. Merci à vous aussi d'être venu. Et puis, à tout à l'heure pour ceux qui veulent encore me voir. Et sinon, n'hésitez pas à aller me faire un tour sur les autres talks. Sur les autres Merci à tracks, pardon. tous. Merci.